Je vous demanderai de vous nommer clairement de façon à ce que la transcription puisse bien enregistrer votre nom. Et vous m'adressez les questions et je vais ensuite me retourner vers M. Lamontagne qui lui identifiera qui dans son équipe pourra le mieux répondre à la question que vous avez soulevée. M. Perrier, c'est à vous. Merci, M. Burton. Donc, je suis Patrice Hans Perrier. Je suis journaliste indépendant et analyste. Ça fait environ 14-15 ans que je suis un observateur attentif de la chose urbaine. Donc, puisqu'on parle d'un exercice de planification, j'ai préparé justement 2 questions touchant la planification. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre dans les préambules. La première question, je l'avais déjà soulevée de façon un peu plus informelle dans une autre assemblée de l'OCPM. Donc, y aurait-il, dans un contexte où on veut bonifier l'offre de transport et améliorer et rationaliser, donc je n'ai pas de gêne, de souci à reposer la question, y aurait-il lieu d'ici 2020, donc bien avant, d'élaborer je pèse mes mots, un PPU transport pour le centre-ville, je répète, un plan particulier d'urbanisme pour les transports, pour le centre-ville. Donc, afin d'arrimer la connectivité du centre-ville aux grands axes, de déterminer qui sont les joueurs, autant au niveau ferroviaire, au niveau des ponts, au niveau fédéral, au niveau du MTQ, et bien entendu, ce PPU transport soit arrimé à tout ce qui concerne les derniers volets du plan d'urbanisme, d'accord? Donc, qu'on ne puisse plus traiter la fonction transport par du saupoudrage de mesurettes accessoires. Voilà. D'accord. Première question. Allons-y avec cela. Monsieur Lamontagne, qui répondra, s'il vous plaît? Sylvain aurait déjà un élément de réponse qu'on pourrait approfondir avec M. Calette. Ce qui aurait lieu de vérifier, et on pourra compléter avec les collègues, c'est que dans le cadre du plan d'urbanisme, il y a une révision donc, du plan d'urbanisme qui est envisagée d'ici 2015, à la suite du schéma qui sera présenté en 2014. Il y aurait peut-être lieu de préciser plus clairement les objectifs en matière de transport vers le centre-ville. Si c'est un peu ce que vous proposez, j'imagine. Dans ce contexte-là, on peut revoir de façon plus spécifique les enjeux de transport relatifs au centre-ville en lien avec le développement du territoire du centre-ville. Je ne sais pas si mes collègues auraient autre chose. Non, semble-t-il, on pourrait donc le faire dans ce contexte-là plus précisément exactement. Je peux préciser une précision? C'est simplement même aujourd'hui même, j'ai entendu des interventions, donc dire on a des possibilités sur le pont Victoria, etc. D'où cette idée-là de PPU. Mais dans le fond, je ne suis pas à cheval sur les termes de PPU ou d'exercice similaire pour vraiment arrimer ce développement-là à une vision cohérente et avec des échéanciers. Si vous permettez, M. Carrette aura un complément de... Donc, si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, avant de donner votre réponse. Oui, Claude Carrette, direction des transports. Donc, essentiellement, dans le fond, une déclinaison, dans le fond, du plan de développement de Montréal sera évidemment la révision en 2014 du plan de transport de Montréal. Le plan de transport de Montréal, on vient planifier sur un échéancier de 20 ans, dans le fond. La vision de développement, il y aurait une révision de ce plan-là qui est envisagée. Okay. Dans le fond, on a dans le plan des projets sur 10 ans. Et au-delà de ces projets sur 10 ans, Montréal travaille présentement pour un échéancier plus court terme, soit de 2 à 5 ans, sur un plan d'accessibilité au centre-ville et à l'île de Montréal. Essentiellement, c'est des mesures de nature plus opérationnelles qui sont déployables à court terme afin d'améliorer l'accessibilité, évidemment, au centre-ville et à l'île de Montréal. On rappelle aussi encore plus court terme, dans le fond, l'ensemble des interventions qui sont requises dans la gestion des travaux et tout ça. Donc, il y a un comité qui s'appelle le Comité Montréal, qui a porté fruit par ailleurs depuis 2 ans dans ce sens-là, pour améliorer le transport en commun, par exemple, lorsqu'on construit l'échangeur Turcot par des mesures d'atténuation qui deviennent de plus en plus permanentes. Donc, il y a différentes échelles d'intervention en fonction de l'échéancier d'intervention qu'on souhaite. Merci. Votre deuxième question, s'il vous plaît? Oui, donc, on parle toujours de planification. Deuxième question, c'est un peu plus simple. Y aurait-il le moyen d'adopter un plan de rationalisation au niveau des infrastructures du traitement de l'eau, je dirais des égouts. Donc, plan de rationalisation du traitement des eaux usées. Et je vais préciser la question.
je me base sur l'expérience scandinave. Donc, puisqu'on parle de modifier les hauteurs dans le plan d'urbanisme pour l'arrondissement de Ville-Marie, puis d'autres arrondissements aussi, il va y avoir des constructions en hauteur, il va y avoir de grands ensembles qui vont être créés ou qui vont être rénovés. Donc, on vise une certaine densification. Y aurait-il possibilité de traiter sur une nouvelle façon de recycler les déchets humains et domestiques, donc sur place, pour les grands ensembles? Ce que je veux dire par là, et tout le monde va me comprendre, c'est qu'on maintient une grille d'égout pour les petits ensembles, mais comme en Scandinavie, on commence à faire une planimétrie pour recycler les déchets des grands ensembles, donc atténuer l'impact sur le réseau d'égouts, et d'où un rejet d'eau usée là, qui est beaucoup moins cher et plus facile à traiter. Donc, y aurait-il moyen d'avoir une telle planification, excusez-moi, de rationalisation? Donc, je ne sais pas si je dois dire des égouts ou du système de traitement des déchets et eaux usées. Voilà. Monsieur Lamontagne? Dans un premier temps, je veux dire que la Ville de Montréal est toujours en recherche. Est-ce que mon micro marche? Bon. Alors, je vais parler plus fort. Ce que je disais, c'est que la Ville de Montréal est toujours à l'affût de nouvelles façons de faire et d'amélioration des pratiques, que ce soit au niveau des matières résiduelles ou, à cet effet-là, le traitement de l'eau, parce que les égouts et déchets, je crois comprendre qu'il y a un lien que vous faites là. Mais pour être plus précis, je demanderais peut-être à Chantal de répondre à cette question-là. Chantal qui s'occupe de tout ce qui est l'eau. Et puis, est-ce qu'on a des gens ici qui s'occupent des matières résiduelles? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Présentement, le micro fonctionne. Okay. Présentement, il y a, dans la stratégie montréalaise de l'eau, il y a un grand plan de rénovation de nos infrastructures. Le projet dont vous parlez, on va accueillir ce projet-là, mais présentement, il ne fait pas partie du grand plan de rénovation des réseaux. On est plutôt au niveau des eaux usées, dans le projet de désinfection des eaux usées, dans la protection des cours d'eau en réduisant les rejets les surfaces vers les cours d'eau. Maintenant, le projet En fait, on va prendre un peu en délibéré le projet que vous mentionnez parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a étudié là, dans notre plan de l'eau. Une toute petite dernière précision. En fait, je crois que l'importance de cette deuxième question-là, c'est qu'on nous parle de rénovation des infrastructures souterraines, pas juste en termes de traitement d'infrastructures aqueuses, mais les radiers, la chaussée et tout. Tant qu'à avoir des plans de rénovation sur 15, 20, 30 ans d'infrastructures souterraines, il y aura peut-être lieu de commencer à prioriser une stratégie de sites de traitement de ces déchets-là dans les grands ensembles. Parce que sinon, ça serait impossible. Merci, M. Perrier. M. Rayside, s'il vous plaît. Bonjour. Un commentaire et une question. Est-ce que ça va? Oui? Allez. L'ordre, non? Pas grave. Non, parce que vous ne C'est savez vous pas qui les deux. décidez. C'est ça le charme. Convaincre Québec de l'importance de Montréal, puis l'île de Montréal, incluant le volet financier, est un défi qu'on n'avait jamais réussi dans le passé. C'est avec que je présume le gouvernement du Québec connaît la localisation géographique de l'île de Montréal, mais de son importance comme métropole, on n'a pas rendu là. Donc, du bonne chance, que ça c'est un commentaire et non pas une question. Ma question, c'est concernant le lien entre les politiques, mais les politiques sectorielles et les plans d'action. Parce que souvent, c'est un commentaire, mais qui mène à une question, c'est une question de processus. Souvent, les politiques réunissent un consensus relativement large, ça veut dire que c'est les enjeux, puis vos présentations, tantôt, quand même, sont inspirants, et souvent, le problème n'est pas nécessairement dans les politiques, mais plus commence à se convertir en plan d'action. Et souvent, autant
Et quand on voit les plans d'action, il y a une compréhension beaucoup plus élevée parce qu'on voit les vraies applications. Et il y a des fois de l'excitation, mais il y a aussi beaucoup de déception. Est-ce que vous avez... comment est-ce que vous avez vu ce genre de... Est-ce que vous le voyez comme un problème? Et comment résoudre ce genre de... des fois, différence entre le plan d'action puis le politique, mettons. Et que même, on avait vu la politique de l'arbre puis le plan d'action pour le canopy de l'arbre, c'était pas la même compréhension de chaque. Ça veut dire qu'il y en avait la déception, il y avait du monde qui était bien content, mais il y en avait d'autres qui étaient un peu plus déçus. Alors, voilà ma question. Excuse-moi si j'ai promené un petit peu. Monsieur Lamontagne? Bon, là, j'espère que mon micro marche, je pense. Oui? Oui. Bon. Une question sur laquelle on se penche régulièrement, sur laquelle particulièrement, moi, je vais me pencher ici en tant que directeur général. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en relation avec ce que vous dites, c'est-à-dire les politiques, puis le désalimage qu'on peut avoir par moment entre la politique puis la réalisation. Puis en bout de ligne, l'impression qu'on peut avoir que finalement les politiques ne prennent pas vie, puis que même en bout de ligne, par moment, les plans d'action ne se réalisent pas. Je ne dis pas que c'est le cas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de politiques qui ont été déployées à la Ville, puis qui ont donné lieu à des plans d'action, puis qui se matérialisent aujourd'hui. Une des premières choses, c'est justement le plan qu'on vous présente aujourd'hui. Ce plan-là s'assoit sur l'ensemble des politiques qui ont été mises en place à la Ville, s'assoit sur l'ensemble des plans qui ont été mis en place à la Ville, et de ça découlent des projets et des plans d'action plus pointus pour matérialiser les politiques et matérialiser les grands plans que vous voyez là, que ce soit plan de transport, plan d'habitation, et ainsi de suite. Et là, je pourrais descendre à un autre niveau, où tout à l'heure, on a fait allusion à la rue et les égouts. On a mis en place un plan intégré des projets d'infrastructure depuis à peu près 2 ans. Et plutôt que d'aller faire des réparations d'infrastructures souterraines et ne pas penser à la réfection de la rue ou refaire une réfection de rue puis faire les égouts 3 ans plus tard, bien là maintenant, tout ça est arrimé. Et non seulement ça, tout ça est arrimé aussi en lien avec les grands projets et est arrimé aussi avec une planification qui tient compte des impacts sociaux ou économiques que peuvent avoir les projets. Comme par exemple, on n'ira pas creuser une rue en plein milieu du Festival de jazz de Montréal. Donc, il y a beaucoup d'éléments de planification qui se mettent en place à la Ville et également des éléments de suivi de projet pour assurer qu'en bout de ligne, il y a une cohérence entre les politiques, une cohérence entre les plans et qu'il y ait en bout de ligne la réalisation des projets pour matérialiser les politiques et les grands plans. Bon, on va peut-être dire que ce n'est pas tellement apparent tout ce que je dis là, mais dans la façon dont la Ville travaille, c'est une chose qui est en marche et qu'on veut optimiser, de manière à aussi, en bout de ligne, assurer que les projets coûtent moins cher. Le dernier élément que je vais ajouter là-dessus, puis j'en parlais à Mme la Présidente tout à l'heure, c'est la question de la planification financière à long terme. Évidemment, quand on parle de planification financière à long terme, elle peut être faite simplement en fonction de la capacité financière actuelle de la Ville et celle qui pourra se développer normalement, mais on la fait également de manière à pouvoir identifier quelles sont les sources de financement qu'on devrait développer pour être capable éventuellement de prendre en charge des projets qu'à l'heure actuelle, on ne pourrait pas prendre en charge avec notre capacité financière. Donc, il y a du travail qui doit se faire aussi en termes de développement de capacité financière. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, puis en tout cas, juste la notion aussi, la participation tout le long de le processus de développement des plans d'action, évidemment, c'est assez important. Non, ça va? Oui, merci. Merci. Merci, M. Wilson. Un complément, une question en complément de Mme Cinq-Mars, s'il vous plaît. Permettez, sa question me permet d'en poser une tout à fait sur le même sujet. Pour revenir à la présentation de ce soir et aussi aux documents dont nous avons pris connaissance, vous avez 2 parties. La partie que vous appelez plan de développement, puis la partie que vous appelez plan d'action. Dans votre dossier, là, c'est séparé en 2. Puis dans la partie plan d'action, vous avez une liste de projets dont vous nous avez dit, pas vous personnellement, mais en fait dont les représentants nous ont dit tout à l'heure, qu'ils traduisaient les orientations du plan. Est-ce que ce serait possible d'avoir une espèce de schéma, on aime les schémas, qui montrerait
en quoi les projets choisis traduisent quelle orientation ou quelles orientations? Parce que ça, ce n'est pas très clair. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi. Ben, je peux répondre, Monsieur le Président? Oui, je vous en prie. Bien sûr. En fait, le plan de développement comprend deux parties, comme vous dites, Madame Cinq-Mars, c'est d'une part la vision et le plan d'action. Le tout forme le plan de développement. D'accord. D'accord? Peut-être une première précision là-dessus. J'aurais dû dire 2 chapitres. Bon, mais juste pour qu'on se comprenne, les 4 actions prioritaires vont répondre en quelque sorte à ces 3 actes de développement. Bon, de façon, on pourra faire une présentation plus détaillée pour les fins de la commission, ce sera si c'est nécessaire, mais à titre d'exemple, sur la vision de développement, par exemple, de vivre et grandir qu'on présente dans la vision comme telle, il y a un ensemble d'actions qui se retrouvent dans le plan d'action, donc entre autres en matière d'habitation, en matière d'équipement collectif, mais également en matière de transport. Alors, ces actions sont effectivement réparties. Il n'y a pas une corrélation immédiate entre la vision Vivre et grandir et une seule des 4 actions. Dans chacune des 4 actions du plan d'action, il y a des éléments de réponse. On pourra faire, si vous voulez, cet exercice. Pour nous, effectivement, à première vue, ça peut peut-être sembler un peu complexe, mais c'est la complexité d'une approche intégrée. Mettons ça sur cet angle-là. Mais on pourra faire cet exercice pour faciliter la compréhension. Merci. Résultat que nous empresserons de mettre sur le site de l'Office pour éclairer tout le monde. Merci. J'inviterai maintenant M. Robert Adjali, s'il vous plaît. Bonsoir. Good evening. I have 2 questions, mainly about the topics for this consultation. The first one concerns the first topic about leadership. One question which has arisen, I think, about Montreal is that the structure of government is becoming too complicated. I mean, you have the boroughs, the city, the agglomeration, CMM. Is this working? It is, eh? It is. The CMM. You have all the other towns. There's 82 of them, I think, right now. Why hasn't this been raised as a possible topic for consultation for the next 30 years? I mean, is there a way of simplifying these structures? Some people have claimed, for example, there's too much overlap between different levels of government. There's too many officials. There's too many councillors. It's too much expense. It's too heavy a bureaucracy. Seems to me that's a topic worth pursuing, but I don't see it here. The other question, and also incidentally bears on the question of finance too, for example, whether suburbs are fully sharing the financial cost of the central city and that sort of thing. The other question arises out of the presentation that was made, in particular in regard to transport. The priority, of course, is given for active and collective transport, and I understand that priority, but it seems to me that no matter how much priority you give for that, there's still a role, obviously, for road transport, both for individuals and merchandise. So I'm wondering how much emphasis will be given in the consultation and in the final report to the question of road transport, both as a means of transporting people and merchandise. And I'm just concerned that it shouldn't be overlooked, basically. Those are my 2 points. Thank you. Vous vous sentez à l'aise pour répondre à la première? Pourquoi on ne parle pas à ce point de leadership et de structure, de gouvernance dans cette consultation? Oui, en fait, on parle beaucoup de leadership. Should I answer in English or not? Yeah, it's easier. It's easier? Okay. Est-ce que je peux, Monsieur le Président? It's not, well, okay. I'll answer with two aspects. First of all, your question is a political question on some aspects. On the other hand, the governance of the City of Montreal has been structured that way after the merger of the cities, we know that. And it exists as it is. And it is complex, I agree. On the other hand, what we're doing, as a matter of fact, what we've been doing for the past, 5 years or so after the merger,
we've been looking at how we could change a lot of processes within the city without affecting the political governance and induce more effectiveness in those processes, like integrating the supply chain, integrating finance, integrating human resources, so that the processes would be more on a continuous basis rather than being broken through that governance. So that is not seen from the exterior. And a lot of things have been done also to improve how we communicate with all the developers, because developers find that the city is, and I've mentioned it, by the way, in my speech, that it is a complex organization. So we're working on that to, again, simplify the processes. And you've seen the Léonard report that has been deposited recently, on which we're working, because there's a lot of recommendations in this that tend to simplify, again, the processes. So to simplify the city, I will say you can work on two bases. You can work on the political governance. This is one thing that is discussed at the political level, of course, and you can work at the administrative level. So we're working at the administrative level to simplify the processes to be able to go through that political governance that, yes, is complex. And by the way, the administrative processes are the same way complex, but we're tending and working to simplify them. Okay. What about, my point is simply that there should be some venue for people to express their opinions about this. That's, if you're talking about the future of Montreal, it's a significant part of it, how it's governed. What about the transport point, about equal prominence being given for road transport? Does anyone want to comment on that? Je vais répondre rapidement, puis mon collègue Claude Clarette pourra compléter. Je vais donner la réponse en français. I'll give you a brief answer in English. Okay? La réponse, c'est que le plan de développement se veut une vision stratégique du développement de Montréal. Donc, la première chose sur laquelle on veuille miser en matière de transport des personnes, c'est d'accroître la part du transport collectif. Cela dit, ça n'exclut pas, bien entendu, l'enjeu des déplacements, de la planification des routes. Donc, dans ce sens-là, il y a un enjeu concernant le transport des marchandises qui est traité dans le plan de développement. Je vous réfère aux pages 32 et 33 du document, où justement on explique le rôle fondamental de Montréal à titre de plaque tournante des marchandises. Cependant, pour le détail de la planification des enjeux de transport routier, le plan de transport qui sera en révision en 2014, ainsi que le schéma d'aménagement ont cette mission d'aller plus en détail. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut le traiter. Est-ce que ma réponse en français était assez claire pour vous? Je vais la reprendre en anglais. No, it's all right. It's clear. But this report, I only have a little thing. In English. Is there something else? Yes, there's a full document in French. It is. You have the summary there in English. But I'd like to have the French. We'll have the length, the whole version in French, which is longer, with 80 pages. And on page 32 and 33 of this document, I understood what you said, but how can I get that? It's on the site. It's on the website. It's on the website? You don't have a hard copy No. for people? No. Okay. Okay, thanks. May I add two elements? First, you may always, in a brief, raise the questions that are important to you. Yeah. Questions about governance, it's open. Yeah. In terms of briefs, you can address any questions you want to. The second thing about transportation, on June 6th, there is a whole section about transportation. Yeah. If you want to participate and raise the issues that are important for you, there is this opportunity on June 6th. Okay. In the morning. Okay, thank you. Thank you very much. In the afternoon. Thank you. Transport après-midi. The whole day. Et transport des marchandises en après-midi. Monsieur Dinu Bombarou, s'il vous plaît.
Bonsoir. Bonsoir. Merci de l'opportunité. Merci de la présentation de toute cette équipe de la Ville de Montréal. Ça a été sous M. Lamontagne, là, au centre Mont-Royal. Écoutez, M. Lamontagne, on se croirait vraiment à Montréal. C'est excellent. Et on les félicite. J'aurais 2 questions. Du point de vue d'Héritage Montréal, on a beaucoup apprécié toute l'attention qui est mise à la notion de domaine public. Et d'une part, ce serait peut-être une suggestion, peut-être ce serait bien d'avoir une cartographie de l'ensemble du domaine public ou de nature collective qu'il y a sur l'île, pas juste le domaine voirie, rues, trottoirs, parcs, mais vous savez, parce que c'est un enjeu qui est majeur. On a des communautés religieuses, on a des hôpitaux, des écoles, tout ce qui appartient d'une certaine façon à une valeur pour la collectivité. Une cartographie de ça pourrait être très utile pour réfléchir au domaine de Montréal. Et dans ce sens-là, on se demande si une question, c'est est-ce qu'on peut imaginer à travers cette démarche qui nous est présentée l'idée de réfléchir pas juste au domaine propre de la ville et de certains domaines et certains services de la ville. Parce qu'on a vu sur le Mont-Royal, justement, que la voirie, les parcs, tout ça, on ne sait pas trop si c'est le chemin Camille-Yaoud, c'est un chemin de parc ou c'est un chemin de voirie publique. Alors, c'est pas toujours clair. Mais est-ce que c'est envisageable que la stratégie de domaine public s'élargisse à l'ensemble du domaine d'intérêt collectif, le public, le parapublic, les sociétés paramunicipales, les agences et les sociétés des gouvernements, de sorte qu'on puisse avoir une vue d'ensemble de l'espace montréalais et de sa potentialité de ce côté-là? Alors, c'est une question. Merci. Il y en a une deuxième. Oui, au moins. Non, j'ai le droit juste à 2. Très bien. Monsieur Lamontagne. J'aurais 2 éléments de réponse, puis j'ai 2 collègues qui vont pouvoir compléter aussi. En fait, de façon très simple, la réponse à vos 2 questions, c'est oui. Ce travail-là sur la cartographie des collectivités, on pourrait sûrement le faire. D'ailleurs, c'est une excellente suggestion. En ce qui a trait aux différents partenaires, tiens, je vais appeler ça comme ça, là, aux différents intervenants sur le territoire de la ville, c'est sûr que, en fait, du côté des affaires intergouvernementales, plus particulièrement intergouvernementales, a l'air peut-être de dire simplement qu'on parle au gouvernement, là. Mais ce groupe-là, avec M. Beriklian, s'occupe justement, et par le biais des services aussi, des relations avec tous les partenaires. Donc, on n'a pas cartographié ici, on n'a pas inventorié l'ensemble des partenaires avec qui on fait affaire, mais définitivement, c'est au centre des actions de la ville à tous les jours. Donc, si c'est d'intérêt, on pourrait sûrement soumettre une liste des différents partenaires qu'on a dans les différents domaines et avec lesquels on travaille, là. Je ne sais pas si mes collègues aimeraient ajouter là-dessus. Je pense en termes de cartographie, parce que quand on spatialise les choses, on peut faire des diagrammes, ça serait certainement fascinant, mais en termes de terrain, en vue de stratégie foncière, d'action sur le sol là, qui se traduisent concrètement. On a eu des beaux exemples qui nous ont été présentés, mais est-ce que c'est quelque chose qui est... Les partenaires, c'est bien, mais on est dans le software. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le where. Where are we going? Et to walk. Et cette question, Monsieur le Président, je comprends qu'on est capable. Ce serait très utile, en fait, de comprendre l'ensemble des acteurs avec lesquels la Ville de Montréal, comme corporation, interagit, mais en termes de spatialisation de tout ça, là, une carto des terrains, de la Ville, de ses services, de ses agences et sociétés, du domaine qui dépendent des lois spécifiques de l'Assemblée nationale, par exemple, les agences gouvernementales, les agences publiques, parapubliques, mais on serait très intéressé à le savoir. Ça nous aiderait à préparer notre mémoire. En fait, pour voir si c'est possible, j'aurais besoin que vous précisiez votre question, parce que je l'ai compris à un certain niveau. Oui. Je vous ai apporté une réponse, mais ça ne semble pas répondre à votre préoccupation. Donc, pouvez-vous expliquer un petit peu plus? Peut-être préciser si vous faisiez cette liste des partenaires publics, parapublics ou de valeurs collectives. Là, c'est un terme plus inclusif.
Mais on sait qu'on a, par exemple, à Montréal, 600 églises, lieux de culte, c'est du domaine, c'est une fonction collective dans la société. On n'est pas dans l'industriel, on n'est pas dans le commercial, mais on est dans d'autres choses. On a des institutions culturelles, on a des écoles qui dépendent de commissions scolaires. Il y a des partenariats pour les parcs-écoles là, qui sont très intéressants. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un regroupement, un état de ce domaine institutionnel que nous considérons dans bien des formes patrimoniales, mais qui nous permettraient de comprendre, parce que ça peut, quand la ville améliore son domaine propre, des fois, il y a des occasions de voisinage avec d'autres institutions qui seraient formidables. On sait qu'une partie importante de ce domaine patrimonial institutionnel va être versée dans des limbes. Là, on a juste à voir en haut de la rue ici, le Royal Victoria, c'est gros comme Place de Marie, il n'y a pas de plan. À l'Hôtel-Dieu, la même affaire. Alors peut-être qu'on pourrait avoir une vue consolidée, puis le plan de développement de Montréal, une belle occasion de soutenir des actions préventives, et pas juste préventives parce qu'on est craintif, mais préventives parce qu'on peut envisager un avenir avec confiance. Alors si on n'a pas cette vue, c'est difficile. Je comprends mieux ce que vous dites maintenant. Il y a déjà une bonne partie de ça qui existe, et puis on pourrait, dans le fond, le rendre plus visible que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce serait apprécié. Oui. Votre deuxième question. Oui, j'ai une deuxième question, mais c'est dans cet esprit de ville de savoir. Monsieur le Président, on en parle souvent, mais nous, on a participé d'ailleurs à des rencontres des villes apprenantes. Parce que savoir, c'est un capital. Apprendre, c'est un verbe d'action. Et comment les villes, puis dans l'esprit de voir comment est-ce qu'à travers ce plan, Montréal et les Montréalais pourraient apprendre ensemble à développer Montréal, ça serait intéressant. Ça pose la question du suivi. Et on se demande si, d'une part, il n'y aurait pas intérêt à avoir un peu plus d'explications récurrentes sur, je le décris simplement, mais la cascade des plans, schémas, plans, chapitres, règlements, permis de construction, c'est qu'on a beaucoup... Le niveau souvent, il y a des confusions là-dedans, et ce serait peut-être utile d'amener pas juste un glossaire technique, mais de faire comprendre, de rendre transparente la logique qu'il y a tout ça, puis de la répéter, parce que c'est vraiment complexe. C'est pas complexe dans ce cas-là. Moi, la complexité est un défi pour l'esprit humain, mais la complication, c'est pas un défi, c'est un boulet. Et il faudrait peut-être amener ça. Mais dans l'esprit de cette ville apprenante, pour apprendre, comment est-ce qu'on envisage le mécanisme et surtout la démarche de suivi? Nous avons l'expérience du plan d'urbanisme de Montréal qui a été salué. Il y a eu beaucoup de reconnaissance qui a été attribuée à ce plan qui a été préparé par les équipes de la Ville en 2004, fait l'objet d'une consultation. Puis après ça, les mécanismes de suivi sont tombés très vite dans la technique puis les statistiques. Et puis l'esprit de cohérence et l'esprit d'ambition qui se dégageait du plan n'a pas fait l'objet de la démarche de suivi. Or, sur 20 ans, il faut que les gens se réapproprient constamment. C'est comme les lumières qui sont au plafond ici. On a beau peser sur le bouton à un moment donné, il faut que quelqu'un mette de l'électricité dans le circuit constamment. Et on se demande, est-ce qu'il y a une démarche pédagogique qui est envisagée à l'intérieur même de l'approche de suivi et de mise en œuvre pour peut-être tirer les enseignements de ce qui s'est fait sur le plan d'urbanisme, parce que ce n'était peut-être pas à la hauteur des ambitions et de la véritable valeur de ce pacte social. Merci. Monsieur Lamontagne? Oui. Enfin, mes collègues vont pouvoir aussi compléter, là, mais j'ai mentionné tout à l'heure un monsieur qui me posait la question sur toute la question de la planification. J'ai terminé en parlant justement du suivi. C'est une chose qui a besoin d'être raffermie, on en convient, et d'ailleurs on s'acharne à mettre en place des outils de suivi, non seulement sur les projets, là, vous parlez de statistiques, mais plus globalement sur comment les politiques, les grands plans se sont opérationnalisés dans le temps. Donc ça, c'est un élément, effectivement, où on entend faire davantage, de manière à pouvoir revenir à l'occasion, que ce soit au conseil municipal ou publiquement dans des commissions ou autrement, là, faire état, finalement, de comment on voyait les choses au départ et comment elles se sont matérialisées. Déjà, Nancy aussi pourrait peut-être ajouter là-dessus. Puis je suis sûr que mes collègues dans chacun de leurs services pourraient vous en parler également, parce que tout ça, évidemment, pour ce faire, doit
commencer dans chacune des unités. Donc, il s'agit que chacune des unités dans ces plans s'aligne sur les politiques et les grands plans et que chacune des unités, par la suite, fasse des plans pour réaliser ces choses-là et reviennent à dire comment elles ont matérialisé, de manière à ce qu'on puisse éventuellement consolider tout ça et revenir plus globalement avec un discours simplifié, là, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre les menus détails de chacune des unités, mais par rapport à un grand plan comme ça, être capable de revenir et dire, ben voici, lorsqu'on en a parlé et lorsqu'on l'a adopté, on était là, et voici quelques années plus tard, qu'est-ce qui a été fait. Donc, ça, et dans une perspective de développement, je dirais surtout, ça prend toute son importance. Parce qu'évidemment, un développement, c'est basé sur une vision. Et si on ne fait pas le suivi au jour le jour de ce qu'on fait pour réaliser cette vision-là, bon, on risque de prendre un chemin qui n'aboutira pas nécessairement à la vision. Est-ce que je peux... Ça va? Ben, Oui. On va espérer que... Oui, écoutez, je pense qu'on commence à communiquer là-dessus, mais peut-être une observation, c'est que quand j'ai employé le terme de pédagogique, c'est qu'on sait qu'on a intérêt pour un gros élément qui nous a été soulevé dans le début des présentations ce soir, c'est la notion de confiance qui est versée, la volonté qui est manifeste dans la société montréalaise et la confiance qui est établie avec ses institutions, notamment sa corporation municipale, dans l'ensemble de sa force. Et il me semble que l'idée d'apprendre ensemble est importante. C'est pas juste le peuple montréalais n'est pas qu'un vérificateur. C'est aussi un partenaire de la ville. Et ce serait important de voir dans ce sens-là comment on peut... Parce que les défis qui sont devant nous dans 5 ans, ils ne sont pas prévus aujourd'hui. Ils vont arriver, puis il faudra que, comme société, on soit prêt à les relever et puis de trouver l'intelligence et la mobiliser. Et peut-être ce serait intéressant qu'à travers cet exercice, on invente une façon de travailler ensemble à long terme. Et c'est très important. Puis je pense que la notion de pédagogie collective et commune, et puis ça ne veut pas dire... Vous savez, personne n'aime faire ses devoirs pendant sa fin de semaine. Là. On est humain là, par ça. Mais ce sera utile. Et je pense qu'à partir de ce que vous nous apportez, M. le directeur général, ce serait intéressant peut-être de réfléchir à des propositions, parce que c'est sûr que la consultation va en amener. Merci. 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 Merci, M. Boumbarou. Madame Saint-Clair. M. Boumbarou m'amène à poser la question aussi de la pédagogie de tout ce processus-là, qui n'est pas seulement une préoccupation qu'on doit avoir par rapport au suivi, mais tout le long de la démarche, c'est important qu'on apprenne ensemble. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous, votre équipe, au tout début, vous nous avez montré un schéma en réponse à une de nos préoccupations aussi, qui montrait où se situe le plan de développement de Montréal par rapport aux autres outils d'urbanisme et de planification. Ça nous aiderait peut-être à comprendre et à apprendre ensemble si vous pouviez nous clarifier un petit peu la nature de ce plan de développement. Mon sentiment en le regardant, c'est que ça n'est pas qu'un outil de planification d'urbanisme, c'est aussi un outil de planification sociale, un outil de planification économique, un outil de planification, voire même culturelle, etc. Si c'est tout ça, comment, bien là c'est une vaste question, mais quelle est sa nature? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai d'exprimer là? Parce que la confusion, en tout cas chez moi, venait peut-être de ce que je pensais que c'était uniquement un outil d'urbanisme, et il semblerait que non. Peut-être expliquer un peu mieux la nature de la bête. Tu veux-tu l'expliquer, Nancy? Ouais. Vous pouvez y aller? Oui, je vais y aller. En fait, c'est une vision qui englobe tous les plans politiques de la ville. Alors, bien entendu, ce n'est pas un document d'urbanisme, ça c'est clair. Ça regroupe plusieurs éléments. On touche au niveau de l'environnement, on touche au niveau social, au niveau de l'habitation, au niveau de la culture. En fait, tous les aspects qui gravitent autour d'une ville et de la qualité de la ville, la qualité de vie qu'on cherche dans la ville aussi. Le graphique qu'on vous a présenté est assez... on croyait qu'il était assez clair pour comprendre que le plan de développement n'a pas de portée réglementaire, c'est vraiment une vision. Il y a un volet aussi important à cette vision-là, qui englobe tous ces plans politiques-là, c'est la mise en œuvre de cette vision-là. Et c'est ce qu'on vit au quotidien.
Et quand M. Boumbarou parlait de pédagogie, je pense qu'il faut aussi nous voir, nous, comme pas uniquement des techniciens qui appliquent des choses, mais aussi des rêveurs aussi qui veulent développer la ville avec la communauté. Et collectivement, on croit sincèrement qu'on peut y arriver. Alors, cette vision-là, pour la mettre en œuvre, on a eu un travail énorme qui a été fait justement de rassembler tout ça. On a parlé de cascade de plans. M. Boumbarou a parlé, c'est vrai, ça a été tout un exercice de rassembler toutes les directions de la ville et de convaincre déjà à l'intérieur de la ville tout le monde d'embarquer dans ce processus-là parce que chacun a ses plans et ses politiques, chacun a ses objectifs. Mais dans le fond, c'est l'approche intégrée que le plan de développement vient proposer. Et c'est de là la complexité de la chose. Et pour arriver à ça, on a fait un exercice, en effet, de regarder tous les plans. Tous les collègues ont travaillé, toutes les directions ont travaillé à la ville, et c'est un travail remarquable qui a été fait. Et déjà, c'est une approche différente pour la ville de travailler comme ça. Et tout le monde a regardé ses plans, ses actions, et on essaye de rattacher ça justement à cette vision. Cette vision-là qu'on a expliquée aujourd'hui assez rapidement, mais qui parle d'une ville compacte, qui parle d'une ville de qualité, une ville animée, une ville habitée. Alors, dans ce sens-là, il faut retenir surtout que la vision, elle est évolutive. Et le plan d'action aussi est évolutif. Et quand on a parlé du plan d'action à l'interne, à la ville, on s'est dit, c'est comme nos objectifs qu'on se donne à chaque année. On devrait revenir à chaque année à la population. On devrait se questionner, est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce qu'on a des indicateurs pour mesurer vers où on s'en va? Et ce n'est pas simple. Juste cet exercice-là, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça implique. Alors déjà, de l'expliquer aujourd'hui, c'est une première étape de pédagogie, je l'espère. Mais ce qui est aussi important de retenir, c'est dans la mise en œuvre, la ville ne le fera pas seule. Et c'est tous les acteurs, les partenaires qui agissent sur la ville aussi, qui doivent comprendre cette vision-là et doivent voir comment nos actions, la convergence de toutes nos actions peut arriver à atteindre nos objectifs. Alors, je ne sais pas si ça résume bien, mais... Ça aide à comprendre la différence, je pense, entre un plan d'urbanisme ou un exercice de planification spatiale territoriale et un projet. En fait, c'est un projet que vous avez pour la Ville de Montréal. Oui. Un projet de vision qui est plus complexe, plus global, plus stratégique à ce moment-là, évolutif. Oui. OK. C'est des mots qui qualifient votre dossier. Merci. Merci, M. Duhamel. Oui, je comprends que sous le parapluie PDM, vous greffez politique, plan, stratégie, partenariat, dispersés dans divers services. Vous avez eu, je pense, un certain travail à faire pour rassembler tout ça. Dans les textes, et M. Lamontagne a repris ça dans sa présentation tout à l'heure, il a parlé de mécanismes de gestion. Qu'est-ce que ça recouvre, ça? Est-ce que c'est votre culture opérationnelle à laquelle vous faites allusion? C'est vos modus operandi ou c'est le nouveau nom des services municipaux? Ce n'est pas le nouveau nom des services municipaux. En fait, c'est ce à quoi je référais tout à l'heure quand je parlais de processus, de processus de gestion. Comment on s'assure qu'on modifie nos processus de manière à ce qu'ils soient simplifiés, mais que, par ailleurs, tous les intervenants qui doivent intervenir pour réaliser un objectif puissent intervenir au bon moment. Donc ça aussi, ça fait partie de la démarche. Puis là, ça transcende ça, les services et les arrondissements. Donc il ne s'agit pas de revoir les processus évidemment, ça se fait là, ça, mais quand on parle de grands processus d'organisation qui visent à réaliser un plan comme celui qu'on vous présente, on parle de processus qui transcendent les frontières de chacune des unités. Donc, évidemment, sur le plan administratif, un petit peu plus micro, chacun des services va revoir ses processus. Mais pour les grands processus qui visent à livrer un plan comme ça, à livrer les services aussi aux citoyens, on est en train de revoir nos processus de gestion, justement, pour pouvoir assurer que, je me répète là, ils sont simplifiés, intégrés, et que chacun puisse intervenir au bon moment pour que les choses se réalisent le plus économiquement possible. On va parler des grands projets, par exemple. On ne gère pas les grands projets de la même façon qu'on les gérait il y a 3-4 ans.
Aujourd'hui, les arrondissements sont directement impliqués, même à partir de la planification initiale du projet et par la suite dans son déploiement, parce qu'un arrondissement peut, en cours de projet ou au terme d'un grand projet, avoir des plans pour faire, moi je sais pas, je m'excuse pour le terme anglais, là, mais du traffic calming dans certains de ces secteurs, ou favoriser le développement commercial par ailleurs. Donc, il faut absolument qu'on ajuste nos processus de manière à pouvoir tenir compte de toutes ces interventions-là au moment le plus approprié. Là, je vous parle des grands projets. Je pourrais vous parler de l'approvisionnement, qui est peut-être moins en lien ici avec un plan de développement, mais par ailleurs, l'approvisionnement, oui, c'est en lien en même temps avec ce qu'on voit ici. Parce que la façon dont on accède au marché, l'efficacité avec laquelle on peut accéder au marché, ça peut accélérer les projets. Puis ça aussi, ça peut servir à diminuer les coûts des projets. Donc, c'est de ça qu'on parle ici, là, quand on parle de processus de gestion. Alors, je comprends que vous essayez d'élever le niveau d'expertise, d'élever le niveau de coordination. Le niveau de coordination et de cohérence aussi. Oui, parce que quand on parle de planification, là, on va parler de cohérence entre les différents plans. Donc, niveau de cohérence, niveau d'intégration, de coordination. Pouvez-vous traduire ça en objectifs sous forme d'indicateurs, de cibles, de délais? Définitivement, je veux dire, c'est clair. Vous venez de le mentionner. Les délais de réalisation des projets, les coûts des projets par rapport au plan, il y en a une série d'indicateurs qu'on a mis en place et qu'on développe de plus en plus pour assurer justement que la coordination et en bout de ligne, tout fonctionne rondement, disons ça comme ça. L'objectif ultime étant, encore une fois, de s'assurer que au niveau des services, on va rendre aux citoyens des services de la plus grande qualité au coût moindre et qu'en même temps, on va être capable, dans une perspective de développement, à terme de faire ce développement-là et même, comme je le disais là, à certains tout à l'heure, de générer le financement par la recherche de nouvelles sources de financement, du financement qui n'est pas acquis à l'heure actuelle pour pouvoir faire ce développement-là. Puis, je vais simplement revenir à la question qui a été posée là, en ce qui a trait au développement. Moi, ce que j'ai le goût de dire là-dessus, le plan de développement, c'est que j'aurais presque le goût de dire que c'est un plan de société, là, parce qu'il touche tellement toutes les facettes de la ville de Montréal. Montréal a une personnalité. Montréal a une personnalité économique, une personnalité sociale, une personnalité de loisirs, une personnalité culturelle. Donc, tout ça, ça vise à justement maintenir, développer la personnalité de Montréal, mais en même temps aussi développer son économie et développer sa qualité de vie. Donc, ça touche vraiment toutes les facettes de la ville de Montréal. Est-ce que les indicateurs, les cibles, moins les indicateurs de performance que les cibles sur 4, 5, 6 ou 7 ans devraient être énumérées formellement dans le PDM? Il y en a déjà des cibles qui sont énumérées. Là, peut-être que le document qu'on présente ici est trop sommaire pour qu'on puisse percevoir ça, mais définitivement qu'il y en a des cibles qui sont données. Oui. Merci. J'inviterai maintenant Mme Talia Dorsey, s'il vous plaît. Merci pour toutes les présentations aussi. J'ai le goût d'apprendre encore durant les prochaines journées. Mon question, c'est vraiment dans l'esprit peut-être de la ville apprenante. Je m'intéresse dans les références ou des précédents que vous avez étudiés ou qui étaient significantes pour le développement de le plan de développement. Des références, ou de villes ou de projets qui étaient vraiment influentiels ou liées ou similaires ou importantes dans le développement de le projet. OK. Oui. Alors écoutez, globalement, il n'y a pas de modèle qui a été retenu. Ce qui a été retenu, et puis mes collègues pourront compléter,
C'est que dans un premier temps, on est parti, comme il a été expliqué plus tôt, de la vision de l'ensemble des politiques municipales. Donc déjà, dans ce sens-là, soit que dans le domaine de la culture, soit dans le domaine du développement économique ou du transport, il y a différentes références qui ont pu être faites à l'intérieur de chacune de ces politiques. Et bon, il n'y a pas une ville qui se démarque en particulier. Et donc, il y a toujours des références forcément dans le contexte nord-américain et dans le contexte européen de l'Ouest, selon les domaines. On a cité tout à l'heure le cas de villes d'Europe du Nord par rapport à la gestion des déchets, de la gestion aussi des eaux. C'est des cas de référence. Il y a des cas également en matière de politique, en matière de transport, où là, il y a aussi des références. Montréal peut être une référence à cet égard-là aussi, en passant, il ne faut pas le perdre de vue. Montréal est souvent même cité comme exemple à titre de ville qui favorise le transport actif et collectif. Donc, il n'y a pas un modèle. C'était selon chacune des politiques sectorielles de la ville où il y avait, dans ce cas-là, certaines références qui étaient mises de l'avant. En matière de gestion de projet, il y a des références internationales qui sont aussi mises de l'avant. Donc, je dirais que c'était selon les domaines et dans ce sens-là, pour le plan de développement lui-même, il n'y a pas un modèle de référence, mais il y a un ensemble d'expériences étrangères dont on s'est inspiré à gauche et à droite dans les documents de référence. C'est ce que je pourrais répondre succinctement. Là. Sinon, il faudrait reprendre un domaine particulier et là, il faudrait demander à chacun des collègues, précisément là, en matière d'espace vert ou en matière d'habitation, quelles ont été les références. Est-ce qu'on peut nommer au moins un? Ben, écoutez, je peux vous citer à titre d'exemple, en matière, un domaine que je connais plus, en ce qui concerne l'urbanisme et l'approche de gestion de projet, il y a là une référence qu'on regarde beaucoup plus du côté de l'Europe, bien entendu, dans une approche qui est implantée depuis déjà au moins une vingtaine, sinon une trentaine d'années. À savoir que depuis déjà une trentaine d'années, les villes européennes ont ciblé des territoires stratégiques jugés prioritaires territorialement, où on intervient de façon intégrée en matière d'habitation, de transport collectif, d'aménagement de surface, de traitement des eaux, etc. C'est les cas de Stockholm, c'est les cas de Copenhague, on a des exemples anglais. Donc, dans ce sens-là, il y a une référence de cas qui ont été étudiés. En plus de cela, il y a tout l'aspect de la gestion même de ces projets en perspective, en termes de gouvernance. On a fait plutôt référence justement aux stratégies foncières, à ces stratégies fiscales. Là aussi, il y a des exemples qui ont été étudiés non seulement dans ces cas-là, mais dans les cas nord-américains, où il y a des mesures de taxation particulières qu'on applique aux États-Unis ou même en Ontario, en Alberta, où on a pris ces références. Vous voyez, donc, dans un cas seul de gestion de projet urbain, on peut aller chercher des références à plusieurs endroits selon les domaines. Celui que je peux vous citer en particulier. Merci. Ça va? Ça va. Merci. Madame Sophie Lanto, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Sophie Lanto, je suis directrice générale de Société Logique, un organisme à but non lucratif, une entreprise d'économie sociale qui fait la promotion du concept de l'accessibilité universelle. Je voulais vous remercier de la possibilité que vous offrez à la société civile de poursuivre là, les travaux pour la vision du développement de Montréal. Le milieu associatif des personnes handicapées s'y intéresse beaucoup puis souhaite y participer. Il a participé, il souhaite y participer encore activement. Saviez-vous que les personnes qui déclarent une incapacité représentent actuellement 33 % des Québécois? Un Québécois sur 3 déclare avoir une incapacité. C'est les nouveaux chiffres qui ont été publiés récemment par l'Institut de la statistique du Québec. Le taux d'incapacité est de 57 % chez les 65 ans et plus et de 84 % chez les 85 ans et plus. C'est vraiment beaucoup. Or, on dit que les besoins des personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles, c'est des révélateurs des difficultés vécues par l'ensemble des citoyens. Quand on répond à ces besoins-là de façon inclusive par l'accessibilité universelle, on vient aider l'ensemble de la population. Dans un contexte de vieillissement de la population, c'est difficile de passer à côté de ça. Dans le document résumé du plan de développement de Montréal, j'ai retrouvé juste une fois la mention accessibilité universelle. C'est clair que ça sous-tend tout ce qu'il y a dans le plan, puis on a été très agréablement, on l'a lu avec beaucoup de plaisir,
Mais c'est dit juste une fois quand on parle plus spécifiquement du domaine public. C'est sûr que ce n'est pas suffisant, le domaine public, pour être inclus dans la société. Ça prend le logement, le transport, l'emploi, les activités culturelles, etc. Le fait que ça ne soit pas mentionné clairement dans la vision, il y a une première phrase, un énoncé de vision, le fait que ça ne soit pas mentionné clairement, après, ça va être difficile de le mettre en œuvre. Vous le dites, M. Lamontagne, vous l'avez dit, dans une grande organisation qui est complexe, des fois, les bottines ne suivent pas les babines. Hein? Donc, si ce n'est pas mentionné là, on va le perdre en cours de route. Donc, on aimerait peut-être qu'il y ait une petite révision. La Ville a une politique d'accessibilité universelle qui a été adoptée par le Conseil municipal, qui a été entérinée par les 19 arrondissements en 2011. Il y a déjà plein d'actions de fait dans ce sens-là. Ça serait bon que le plan de développement vous donne aussi à la Ville les moyens de demander à vos partenaires de tenir compte des besoins de l'ensemble de la population dans leurs interventions. Merci. M. Lamontagne? Oui. La notion d'accessibilité universelle est beaucoup plus large dans l'esprit de la Ville que peut-être ce qui est décrit dans le plan. Puis d'ailleurs, pour confirmer ça, j'aimerais peut-être que Chantal Gagnon vous explique un petit peu la notion qu'on a de cette accessibilité universelle-là. Bonsoir, puis merci beaucoup pour votre intervention. Ça me fait plaisir de l'entendre et on adhère exactement dans le sens que vous dites. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, autour du 22 mai, il y avait une séance de la commission publique qui siégeait sur les enjeux d'accessibilité universelle où il y a vraiment... La salle du conseil était pleine, plus que pleine que par les élus. Il y avait vraiment beaucoup de monde, des gens très, très motivés et qui ont apporté des idées et des interventions très pertinentes. Alors, c'est effectivement un défi de mettre dans un plan de développement, comme on a fait, tous les enjeux transversaux qui touchent notre société, et en particulier quand c'est des enjeux sociaux. Dans ce sens-là, soyez rassurés, autant les commentaires et les recommandations de la commission, autant les membres de notre équipe. Dans notre service, on est vraiment dédié à la question de l'accessibilité universelle. On travaille de façon très quotidienne et régulière avec nos collègues des différents services parce qu'en général, pour prendre compte des enjeux des gens qui ont des limitations, c'est souvent par toutes sortes d'actions qui sont souvent dans les mains de mes différents collègues dans leurs actions. Alors, nous, on fait un travail de contaminant. On contamine nos collègues et on est inspiré par vos interventions. Alors, soyez assurés que ça va se refléter dans les actions qu'on va mettre en place de façon très transversale et intégrée. Merci. Merci, Mme Lacto. Merci. Alors, j'inviterai Mme Claire Adamson, s'il vous plaît. Thank you. I wonder if we can have more proactive consultation by working with developers even before they've done their plans for permit, and also just working with empty buildings and lots, determining what facilities they could have on them and what shapes they should determine, working with planners, because sometimes developers are not good planners. Monsieur Lamontagne, un commentaire? On se consulte. Quelqu'un peut répondre à cette préoccupation? Oui, OK. Oui. Est-ce que vous voulez que je réponde en français ou en anglais? Would you prefer for me to answer in English? You prefer. Pardon? Est-ce que je réponds? Would you prefer in English? Oui. Okay. Okay, so I'll try it in English. I don't know if it's a question or a statement you did, saying that you wish that we would work more, the community would work more with developers, if I understood correctly, and planners in the process of projects and vacant buildings. Is it a question or a statement? Well, is it possible to start earlier? Well, I think we have in the recent years, and like my colleague from Ville-Marie Bureau has mentioned, worked a lot in pre-consultation, even more before coming to the authorization process that is established. We have worked a lot with the community and partners and citizens, community groups, often in projects. And even developers are now, private developers are even taking the step of doing their own consultation in the
community when they feel that there are some issues that had to be addressed. So I think this is a work in process. I think it is changing, and definitely private developers to whom you're referring are more sensitive to what's happening in the city and how they should discuss and open a dialogue with the community. And we're seeing it with certain types of developers that are very interesting and even giving back to the community and getting involved. And in the recent years, we have, I would say at least in the 5 last years, we have what we call development agreements that we have been signing with developers where there are social issues that are addressed, housing issues that are addressed, cultural issues now that are being addressed. Even we were talking about social economy projects that are being, everything that we call around social innovation is being addressed by the city and in our negotiations with the private developers. So we're getting to a model that is interesting and is evolving also now. But we have done, Imperial Tobacco has been a very good example. There has been, even with the institution, the University Campus Outremont has been a very good negotiation where the promoter, which is the university, has negotiated a lot of aspects with the city to include social housing and include parks and giving back to the community. So I think your request is being answered gradually. It's not totally there, but it's getting there. Thank you. Thank you. Alors, avec cette dernière présence au micro, nous avons terminé la liste des gens qui s'étaient inscrits donc, pour poser des questions. Alors, à tous, merci de votre présence. Je remercie vraiment très chaleureusement l'équipe de M. Lamontagne pour leur présentation. Pour tous ceux qui n'auraient pas pris à l'entrée le programme du reste de l'exercice de session thématique, donc dès demain, 9 heures, une journée entière consacrée au leadership de Montréal, la métropole, avec des conférenciers de marque. Et il y en a pour le 4, le 5, le 6 et le 12 juin. Donc n'oubliez pas, demain, au même endroit, 9 heures, nous poursuivons la réflexion. Merci beaucoup de votre participation. Merci.